Thomas Hill. Bonjour Yvan Jablonka. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir dans Culture Média sur Europe 1 donc pour cette passionnante enquête musicale, historique et sociologique sur le mythe Jean-Jacques Goldman, un livre que vous ouvrez sur un moment de télé. Nous, ça nous intéresse toujours ici. Nous sommes le 6 mars 1982. L'émission s'appelle Champs-Élysées, animée par un certain Michel Drucker. C'est un fils de la chanson française et du rock'n'roll, Monsieur Jean-Jacques Goldman. Problème. Oui, il faut revenir sur moi, dans ces cas-là, je suis habitué. L'autre jour, c'était avec Elisabeth Depardieu. Alors, vous savez, je suis là. Il y a un petit problème. Il faut me faire signe. Je suis pas dans la lumière, ça fait rien. La prochaine fois, je mettrai ma lampe de poche. Quelle est la bonne caméra? C'est là. Il y a un petit problème? Oui, il y a un petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On meuble, c'est ce qu'a fait Michel Drucker. Pendant 4 minutes à peu près, il a meublé. C'était une belle performance. Et c'était donc une des toutes premières apparitions à la télé de Jean-Jacques Goldman. Et donc ça démarre par un pain technique. Et il sort de là, il se dit ma carrière est fichue. C'est un des plus célèbres plantages de la télévision, effectivement. Il démarre tout juste sa carrière. Ça fait 10 ans qu'il essaye de percer en se frottant à tous les genres musicaux. Enfin, il est invité à Champs-Élysées, la plus grande émission de l'époque. Ouais. Et puis, ça plante, la musique part pas. Et d'une certaine manière, c'est un symbole parce que c'est la fin des années difficiles et c'est le début d'une décennie miraculeuse. Et à l'époque, il était encore vendeur dans un magasin de sport, c'est ça? À l'époque, il est à la boutique de ses parents, une boutique de sport à Montrouge. Il corde les raquettes de tennis, il vend des après-ski. Et comme il le dit... il était heureux comme ça, hein. Il aurait peut-être voulu s'agrandir plus tard avec son frère. C'est ça aussi Jean-Jacques Goldman, c'est une modestie et le sentiment qu'il n'était pas né pour être cette hyperstar et ce mythe qu'il est devenu par la suite. Et il n'y croyait pas lui-même et quelques mois plus tard, il décollera enfin grâce à cette même chanson qu'il avait entonnée dans Champs-Élysées. C'est quoi cette chanson? Il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe. Ouais. Biberonné au Goldman. Moi, je trouve ça incroyable, cette énergie, cette puissance qui se dégage de cette chanson, comme dans les suivantes, quand la musique est bonne. Et ça, je trouve que c'est toute une époque, mais c'est aussi nos années Goldman qui reviennent avec leur capacité d'émotion intacte, leur puissance. Enfin, je trouve que c'est vraiment émouvant. Vous dites que votre livre, c'est pas une biographie de star, ni une mine de révélations sur l'homme secret, comme on peut le voir parfois. Comment on peut le décrire alors, ce livre ? D'abord, c'est une enquête d'historien. Voilà, je suis historien et je m'intéresse à cet objet nouveau qu'est la pop culture et à un de ses grands représentants, Jean-Jacques Goldman, qui a inventé le pop rock à la française. Donc, oui, je suis historien et c'est important de rappeler que Jean-Jacques Goldman est en quelque sorte devenu un être d'histoire, notre histoire. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Mais qui est toujours bien vivant et malgré tout, vous n'avez pas cherché à le rencontrer. Pourquoi ? Je lui ai écrit par courtoisie et aussi pour lui demander certaines de ses archives. J'ai essayé de rencontrer certains de ses proches et je crois que personne n'ignore sa position, le retour à l'anonymat. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut respecter. Inversement, Goldman, ça fait partie de notre histoire. Et moi, mon devoir d'historien, c'est évidemment de raconter cette histoire. Et je voudrais ajouter que mon livre, c'est aussi une autobiographie collective. Une autobiographie collective, ça veut dire que je parle de lui, de son parcours, de son œuvre, mais je parle aussi de nous. Des Français, les années Goldman, au-delà des années Goldman, les années 80, 90, SOS Racisme, les Restos du Cœur, il y a aussi toute une épopée qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appellerais la nation Goldman. Et on va continuer à en parler, à tenter de percer le mystère Jean-Jacques Goldman. Culture Média revient dans un instant. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Quand la musique est bonne. Et vous aussi, j'en suis
suis sûre, de l'autre côté de la radio comme dans ce studio, vous avez envie de chanter. Culture Média aujourd'hui consacrée l'une des personnalités préférées des Français. On parle de Jean-Jacques Goldman grâce à votre invité Thomas Hill, l'historien Yvan Jablonka, auteur de Goldman aux éditions du Seuil. Oui, et pour mieux comprendre Goldman, j'ai bien envie de vous faire écouter du Michel Berger, figurez-vous. Seras-tu là pour nos souvenirs? Seras-tu là? Vous dites que c'est la chanson qu'il aurait aimé écrire et que pour lui, Berger a vraiment révolutionné la chanson française. C'est un peu grâce à Berger qu'il s'autorise finalement à chanter lui-même en français? Oui, je suis content que vous fassiez ce lien parce que Goldman a toujours rendu hommage à ce grand aîné qui était pour lui Michel Berger. Il y a une évidente ressemblance dans les mélodies, en tout cas dans les premières chansons, avec ce piano insistant, un peu mélancolique. Il y a aussi une ressemblance dans les thèmes. Le mal-être, l'homme fragile qui trouve pas bien sa place, la rupture amoureuse, la bonne musique, où la musique est bonne, enfin bon. Hein. Et puis, on le voit, par exemple, pour moi, il y a un hommage évident, c'est le fameux « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman en 1985. À mon avis, est un hommage à une chanson que Michel Berger écrit quelques années plus tôt pour Elton John et France Gall, qui s'appelle « Donner pour donner ». Et dans cette chanson, qui est un autre duo franco-anglais, hein, Je te donne, et aussi bien sûr un duo franco-anglais comme on sait, dans cette chanson de 1980 pour France Gall et Elton John, Donner pour donner, on entend 6 ou 7 fois le refrain « Je te donne ». Et pour moi, il y a un hommage de l'élève au maître. Ouais. Vous parlez du fait qu'il n'était pas forcément toujours bien dans sa peau, Jean-Jacques Goldman, pas trop sûr de lui. Et ce qui est amusant, c'est que dès le début de sa carrière, d'ailleurs, il se dit démodé, aussi bien dans le style musical que en termes vestimentaires, par exemple. Ce qui est incroyable, parce que en fait, dès qu'il arrive sur les plateaux au début vers 1981-82, c'est lui qui démode les autres. Et tout à coup, les Stone Chardin, les Karen Cheryl, enfin pardon de citer leur nom, deviennent instantanément ringards. Et ça, c'est quelque chose... parce que ils sont dans la variété des émissions des Carpentiers dans les années... couleurs et tout ça. Oui, c'est les années disco. Lui, il est là avec le son Goldman est déjà complètement prêt. Il est là avec cette puissance rythmique, la guitare, pas loin du hard rock, dont il a été là aussi un héritier, des solos de batterie insistants, comme on voit dans Là-bas, par exemple. Donc le son Goldman est prêt, et en même temps, il est dans un non-look qui a frappé les contemporains. Ouais. Il est là, c'est le gars, il sort de son magasin, quoi. Il est avec son petit jean, sa petite chemise blanche. Il y a un vendeur de guitare, tu pourrais le croiser à Pigalle dans c'est ça. boutique. Et il accepte cette simplicité, c'est même une normalité revendiquée, alors qu'il est aussi le chanteur des minorités, de la singularité, parce qu'on ne sera jamais des standards. Ouais, c'est ça qu'il nous dit. Mais il se met pas dans un personnage, en fait, même avec son nom d'ailleurs. Il a refusé de changer son nom, Jean-Jacques Goldman. On lui a proposé. Hein. Oui, alors ça faisait peut-être pas très rocker, et on sait que Johnny Hallyday c'est pas son vrai nom, et que ce nom-là fait plus américain. Jean-Jacques Goldman n'a pas changé de nom par fidélité à son histoire, parce qu'il accepte sa judéité, et la judéité irrigue, à mon sens, son œuvre et aussi son engagement sous la forme d'un franco-judaïsme républicain. Et puis il y a aussi le fait que il est comme ça, il est né comme ça, il a grandi comme ça, et il va pas changer pour nous. Vous parliez du rock et de son côté même inspiré du hard rock et tout ça, et pourtant il était totalement refusé à entrer dans cette catégorie des rockers. On le considérait pas du tout comme un rocker à l'époque. Et puis surtout, il était jeté de partout. C'est-à-dire qu'on l'a oublié maintenant qu'il est personnalité préférée des Français depuis au moins 12 ans, et comme je le montre dans mon livre, depuis en fait 20 ans. Mais on a oublié à quel point il a été une sorte de loser professionnel. Dans les années 70, c'était échec sur échec, il s'est frotté à tous les gens, et puis ça marchait pas. Et le pire, c'est que la nouvelle chanson française démarrait sans lui. C'était Renaud, c'était Higelin, c'était Michel Berger qu'on a cité, c'était Cabrel, et Jean-Jacques Goldman, il était en train de gratter sa guitare dans sa cave. Ça ne marchait pas. Et puis, le déclic, grâce à... une espèce d'écosystème en lien un peu avec les années Mitterrand, Jack Lang, les radios libres, la bande FM.
Et puis, c'est la Goldmania, et là, ça explose. Et alors justement, vous parlez de Mitterrand, c'est aussi le portrait d'une époque que vous faites et son côté politique même. Vous parlez de ses opinions politiques. Il y a une chanson qu'on va écouter et qui transpire finalement la politique, c'est la chanson des Restos du Cœur, bien sûr. Écoutez. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépassé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Une chanson qu'il a écrite assez rapidement, je crois en une semaine, vous nous le racontez. Et puis vous parlez d'un bout de phrase dans cette chanson, je te promets pas le grand soir. Et ça, c'est ça qui vous amène à parler de ses engagements politiques, Jean-Jacques Goldman. Pas de grand soir, pas de révolution, une forme de refus même des extrêmes. Pour vous, il était du centre, Jean-Jacques Goldman. Je dirais pas du centre, je dirais social-démocrate. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle en France la deuxième gauche, pour l'opposer à la gauche plus marxiste, plus revendicatrice et révolutionnaire. Et là, je crois qu'il faut évidemment évoquer la lutte fratricide entre deux gauches. L'extrême gauche d'un côté, la social-démocratie plus réformiste de l'autre. Et ce qui est fou, c'est que cette frontière passe au sein même de la famille Goldman, puisque son demi-frère Pierre Goldman, qui a défrayé la chronique judiciaire dans les années 70, était lui un gauchiste de choc. Alors on sait que les deux frères, évidemment ils ont grandi ensemble, ils s'appréciaient, mais politiquement, ils n'avaient rien à voir. Et cette pensée entre gris clair et gris foncé que Jean-Jacques Goldman élabore dès les années 70, c'est une manière de nous appeler au pragmatisme, à la nuance. C'est tout le contraire du grand soir et on l'entend dans cette fameuse chanson. On va continuer à parler de ce livre, Yvan Jablonka, Goldman, c'est aux éditions du Seuil. Et puis on va continuer à parler musique sur Europe 1 avec Joe Hume qui arrive dans un instant.